Fabrice Balanche, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie, spécialiste de la Syrie et du Liban. Vous maîtrisez l'arabe en plus de l'anglais, l'espagnol et bien sûr le français, votre langue maternelle. Vous êtes enseignant à l'Université Lyon 2 et vous êtes également chercheur invité à Washington Institute for Near East Policy et à Hoover Institution, qui est un think tank affilié à l'Université de Stanford. Vous avez publié plusieurs articles et plusieurs ouvrages sur le Liban et la Syrie, dont le dernier intitulé Les leçons de la crise syrienne paru en 2024, qui est un ouvrage de référence et qui a eu le lauréat du prix du livre de géopolitique 2024. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Assas Media. Merci. Bon, dans cette interview, nous allons déchiffrer le grand changement géopolitique qui a eu lieu en Syrie, mais qui a son impact sur toute la région du Moyen-Orient. Et on n'exagère pas peut-être en disant que peut-être il aura des impacts sur les équilibres de force au niveau mondial. Oui, tout à fait. Fabrice Balanche, le 2 octobre, vous avez dit dans une interview à l'Express, Bachar Assad peut être emporté par ce grand nettoyage d'Israël. Vous Oui. étiez peut-être le premier à prévu la chute du régime de Assad. Pourquoi vous avez dit ça? Parce que je savais que Israël voulait casser l'axe iranien. L'axe iranien, donc Liban, Syrie, Irak, ces trois pays sont tombés sous le contrôle de l'Iran progressivement au cours des années 2000. Et la Syrie, en fait, c'était le maillon faible de l'axe iranien, puisque la population est en grande majorité sunnite. Elle déteste évidemment les Iraniens, elle n'aime pas les chiites. Et c'était le pays qui était le plus susceptible finalement de basculer. Au Liban, on a quand même une population chiite importante avec le Hezbollah, qui, même s'il a été affaibli par les frappes israéliennes, reste quand même très, très puissant. En Irak, la majorité de la population est chiite. Alors tous ne sont pas pro-iraniens, mais avec le Hachid Shaabi, avec les milices pro-iraniennes, vous avez un contrôle du territoire par l'Iran qui est quand même extrêmement fort. Tandis qu'en Syrie, le pouvoir d'Assad reposait sur finalement le sacrifice de la communauté alawite, communauté qu'on classe dans le chiisme, mais qui est quand même assez éloignée du chiisme officiel, puisqu'il croit en la réincarnation, par exemple. Euh, et cette communauté a été très affaiblie par la guerre, puisqu'il y a un tiers des hommes qui sont entre 20 et 45 ans qui sont morts. Et c'est pour ça que on a vu donc le régime d'Assad s'effondrer très, très rapidement parce que sans les 50 000 miliciens chiites fournis par l'Iran au cours de ces dernières années, il y avait 10 000 combattants du Hezbollah et puis environ 40 000 miliciens irakiens, Hazara et autres qui tenaient finalement le régime à bout de bras. Bon, vous aviez aussi évidemment l'aviation russe qui a sauvé le régime en 2015, qui était reparti évidemment en Ukraine. Et par conséquent, Assad était très affaibli. Pour les milices chiites, bon, le Hezbollah était occupé au Liban, il a eu un coup fort, voilà, par Israël. Mais les autres milices iraniennes, ou bien pro-iraniennes, sont toujours là, les 40 000 dont vous parliez. Non, 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 elles sont reparties aussi. Parce que depuis le 7 octobre 2023, Israël a frappé la Syrie de façon régulière, hein. On a beaucoup parlé évidemment du consulat iranien à Damas au printemps 2024, mais vous avez eu toute une série de frappes sur les infrastructures pro-iraniennes en Syrie. Et les milices Ces frappes, chiites, c'était dur, alors. oui, Ils ont atteint leurs objectifs. ces frappes ont vraiment décapité l'état-major iranien en Syrie, mais également ont poussé les milices chiites qui se trouvaient sur le territoire syrien à retourner en Irak. Alors, il restait peut-être à Damas 4000 miliciens chiites, mais il n'y avait plus beaucoup de miliciens à Alep, à Hama, à Homs. Le Hezbollah a tenté de venir donner un coup de main à Homs, mais ils se sont fait immédiatement bombarder par Israël lorsqu'ils ont voulu passer la frontière à Kossel. Et donc, en Irak, les chiites savaient que s'ils traversaient la frontière pour venir au secours de Bachar el-Assad, ils subiraient le même sort dans la région d'Al-Boukamal ou de Deir ez-Zor. Je vais revenir à Israël. Est-ce que, bon, Netanyahou dans son discours au Congrès américain, il a dénoncé l'axe de la terreur
Mhm. Et dans son discours aux Nations Unies aussi, il a parlé de deux axes, l'axe de la bénédiction, l'axe de la malédiction. La chute de Bachar Assad fait partie de ce projet israélien d'un nouveau Moyen-Orient dont parlent plusieurs experts maintenant. Bien sûr, hein, la chute de Bachar el-Assad, c'est un contre-coup du 7 octobre, hein. Ça fait partie de cette stratégie israélienne donc de casser cet axe, hein, qu'on appelle, que les Iraniens appellent l'axe de la résistance, hein, le Mukawama, pour empêcher justement le Hezbollah de reconstituer son stock d'armes, son stock de missiles, hein, qui est pointé vers Israël. Aujourd'hui, on a le Hezbollah au Liban qui est complètement isolé, qui ne peut plus être ravitaillé puisque les armes passaient par la voie terrestre, par la Syrie, parce que par bateau ou par avion, il est facile pour Israël de savoir que des armes arrivent et de frapper. Et donc ça, c'était l'objectif premier d'Israël. Ensuite, qu'est-ce que vont faire les Israéliens? On sait qu'ils ne font pas mystère de leur envie de frapper directement la tête de l'Axe, c'est-à-dire l'Iran lui-même. Mais pour cela, il leur faut un soutien quand même massif, hein, des États-Unis pour y parvenir. Et je pense qu'ils pourront peut-être le faire à condition que Trump, évidemment, soit derrière eux. Donc, Israël a affaibli Assad par les frappes contre les Iraniens et ses milices, l'Iran et ses milices en Syrie. Mais c'est la Turquie qui a pris la décision de la chute, ou bien qui a décidé le temps de la chute de Bachar Assad. Oui, alors, il y a eu une entente tactique entre Israël et la Turquie, puisque effectivement la Turquie a poussé Abu Mohamed al-Jolani, donc le patron de Hayat al-Sham, à lancer son offensive contre les troupes d'Assad. Il y a eu aussi la milice qui s'appelle l'Armée nationale syrienne, là, qui est directement liée à la Turquie, qui a également lancé son offensive sur le nord d'Alep, là plus pour couper l'offensive des forces kurdes qui essayaient de connecter Alep avec Manbij. Oui, on sent bien que la Turquie a profité de cette offensive israélienne pour avancer ses pions en Syrie. Est-ce que la Syrie, on peut parler que la Syrie va passer d'un protectorat, parce que vous avez parlé que la Syrie était un protectorat iranien. Est-ce Oui. que c'est maintenant un protectorat turc? Oui, un protectorat turc, tout à fait, hein. On voit de toute façon que la Turquie est la première puissance à rouvrir son ambassade à Damas après la chute du régime d'Assad, suivi de près par le Qatar, qui peut apporter également des moyens économiques pour relever le pays. En fait, il y a un partenariat entre la Turquie et le Qatar pour s'installer en Syrie. Ça fait partie pour la Turquie en fait de la stratégie néo-ottomane, hein, Voilà, c'est ce que je voulais demander. Est-ce que le nouvel ottomanisme dont on a parlé souvent dans les années 90-2000 surtout, voilà, avec l'arrivée de Erdogan au pouvoir, est-ce que maintenant c'est relancé de nouveau? Ah ben, c'est une projection concrète de cette stratégie néo-ottomane, hein, basée sur le nationalisme turc et l'expansion islamiste, hein. Ce sont les deux piliers, évidemment, de la stratégie d'Erdogan, à la fois vis-à-vis du Moyen-Orient, du monde arabe, mais également à l'égard des Balkans, puisqu'on le voit également exporter son influence en Bosnie, en Albanie. Et puis, il y a la troisième chose, c'est l'axe vers la Caspienne, hein, ce fameux axe Ankara-Bakou, au détriment de l'Arménie, qui fait partie également de la stratégie d'Erdogan. Mais c'est Israël qui paye le prix pour un. Netanyahou a parlé d'un nouveau Moyen-Orient qui est un projet israélien. Alors, comment les deux projets vont coordonner ensemble? Ou bien il y a une certaine coordination, collaboration? Enfin, autant la construction de l'axe iranien au Moyen-Orient, c'était finalement un projet qui était en partenariat avec la Russie, puisque les intérêts russes étaient séquents avec les intérêts iraniens. Là, on peut dire que les intérêts israéliens sont aussi séquents avec les intérêts turcs au Moyen-Orient. Où est le rôle des pays arabes dans. Ah, le rôle des pays arabes, ben, justement, c'est pour ça que l'Arabie Saoudite, les Émirats ne sont pas très contents de ce qui se passe en Syrie, parce qu'ils voient la Turquie néo-ottomane avancer. Ils voient aussi le Qatar, à travers la Turquie, prendre sa revanche, évidemment, sur l'embargo de 2017. Il faudrait déjà que les pétromonarchies du Golfe, finalement, se mettent d'accord entre elles, parce que cette division, évidemment, les affaiblit et permet à l'Iran, enfin, permettait à l'Iran et permet aujourd'hui à la Turquie de s'imposer dans la région. Est-ce qu'il paye aussi la rouverture sur Bachar Assad dans le dernier, depuis son retour?
et sa participation au sommet arabe, à la Ligue arabe? L'Arabie Saoudite paye finalement son accord diplomatique avec l'Iran, puisque en 2013, grâce à la Chine, eh bien, ils ont rétabli des relations diplomatiques. Et le deal était les Houthis du Yémen arrêtent d'envoyer des missiles sur l'Arabie Saoudite, tandis que l'Arabie Saoudite réintègre Bachar el-Assad dans la Ligue arabe. Donc finalement, l'Arabie Saoudite, les Émirats se sont fait neutraliser par l'Iran sur la question syrienne, laissant Bachar el-Assad au pouvoir. Alors, ils ne l'ont pas forcément aidé économiquement, bien entendu, mais ça a laissé l'opportunité ainsi à la Turquie et derrière au Qatar de prendre l'offensive contre le régime syrien, parce que le Qatar, lui, au contraire, n'a jamais voulu reconnaître la réintégration de Bachar el-Assad dans la Ligue arabe. Enfin, ils n'ont pas voté contre, mais en tout cas, il n'était pas présent lorsqu'il est revenu dans la salle. Donc, dans les prochaines années, peut-être les prochaines décennies, le monde arabe va rester une saha, comme on dit en arabe, un champ de conflit entre des puissances régionales, qui sont la Oui. Turquie et Israël, et peut-être l'Iran aussi. En tout cas, ce qu'on appelle le Levant, hein, Liban, Syrie, Irak, c'est ce qu'on appelle un espace géopolitique tampon, où vous avez justement une confrontation entre les puissances régionales et les puissances internationales sur ces espaces fragilisés parce qu'on est face à des États faillis qui ont connu des États qui ont connu des guerres civiles. Et par conséquent, les différentes puissances peuvent manipuler les factions locales. On a aussi la même chose au sud de la péninsule arabique avec le Yémen, la Somalie, le golfe d'Aden fait partie aussi de ces espaces géopolitiques tampons. Le Soudan également, hein, il n'y a pas que la péninsule arabique. Je vais revenir sur la Turquie et son rôle en Syrie. On a parlé que peut-être Abu Mohammed al-Julani, Ahmad al-Shara, Ouais. qu'on connaît maintenant son nom, il n'est pas, c'est pas un vassal à la Turquie. Il a gardé une certaine distance vis-à-vis d'Ankara. Vous êtes d'accord? Oui, alors, on ne peut pas dire que ce soit un proxy turc, un véritable vassal de la Turquie, comme l'armée nationale syrienne, par exemple, mais tout de même, tout son armement, sa logistique, elle provient de Turquie. Donc la Turquie peut fermer la frontière et le priver de tout soutien, ce qui le mettra en position de faiblesse par rapport aux autres factions aux autres factions rebelles en Syrie. Donc ils peuvent jouer aussi leur armée nationale syrienne contre Hayat al-Jasham. Donc il ne faut pas trop quand même qu'ils s'émancipent de la tutelle turque. Mais il a dans ses discours, ou bien dans ses interviews, dans les interviews qu'il a données jusqu'à maintenant, il a dit que la Syrie ne va pas considérer aucun danger pour aucun État, surtout le monde arabe, ne va pas être dans aucun axe régional. Bah, il a parlé beaucoup de la neutralité, si on peut dire, de la Syrie, ou bien de son indépendance vis-à-vis les conflits régionaux. Oui, faut jamais croire les hommes politiques, hein. Non. Et bien sûr, bon, bah, il y a un discours évidemment très lisse, très neutre, c'est normal, parce que le pays a besoin de stabilité, il a besoin de stabilité, il a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir réunir les différentes factions. Donc, il a besoin évidemment de rassurer les pays arabes. Il n'a pas envie, par exemple, que l'Arabie saoudite se mette à soutenir des factions rebelles dans le sud de la Syrie, qui serait un contrepoids à son pouvoir. Justement, qui va aider la Syrie qui a besoin de l'aide extérieure? Là, je pense vous parlez de l'aide financière, économique, tout, non? Oui, bah, qui va Qui va aider la aider? Syrie? La Turquie est capable? On pense évidemment tout de suite au Qatar, hein, puisqu'il y a un partenariat entre le Qatar et la Turquie qui est très puissant. On pense évidemment aux pays comme l'Union européenne, aux États-Unis, la Banque mondiale, qui pourraient intervenir dans un deuxième temps. Mais pour cela, il faut que les sanctions sur Hayat Tahrir el-Sham, elles soient levées. Parce que si les sanctions sur la Syrie, à travers le rapport César, peuvent être levées très rapidement, puisqu'elles étaient évidemment tournées contre le régime de Bachar el-Assad, en revanche, Hayat Tahrir el-Sham est toujours sous sanctions américaines. Et les pays arabes n'aideront pas le nouveau régime à Damas si les Américains ne l'acceptent pas. Mais est-ce que Qatar va aider le nouveau régime en Syrie sans l'accord, sans un accord? Ou bien,
sans discussion avec l'Arabie saoudite et les Alors ça, Émirats. c'est un deuxième problème, c'est-à-dire que le Qatar n'a pas envie d'être de nouveau en confrontation avec l'Arabie saoudite, hein, puisqu'on a vu l'embargo entre 2017 et 2020. Donc il faut à la fois l'accord des États-Unis et l'accord de l'Arabie saoudite. Et est-ce que l'Arabie saoudite va donner son accord pour une Syrie protectorat turc, on va dire? Ben, elle donnera son accord à condition qu'elle puisse participer, elle aussi, à mon avis, à l'avenir de la Syrie, c'est-à-dire que la Turquie partage comment dire, son protectorat avec l'Arabie saoudite, un petit peu comme le Liban dans les années 90, où il y avait un partage entre la Syrie et l'Arabie saoudite du Liban. Parce que maintenant, la Turquie, la Syrie est plus dangereux dans un projet turc régional parce que vu la proximité sur la longue frontière entre les deux pays, c'est la grande porte de la Turquie vers le Moyen-Orient. Oui, alors il y a cela, mais il y a surtout pour les Saoudiens, les Émiratis, la Jordanie, c'est-à-dire toutes les monarchies de la région, le danger de voir un régime qu'on peut qualifier de salafo-frériste à travers Ahmad Shara constituer une alternative politique islamiste, arabe, islamiste, qui, en opposition avec les vieux systèmes monarchiques qui règnent dans la région. C'est pour ça qu'on se souvient que les Saoudiens ont soutenu le maréchal Sissi dans son coup d'État contre Morsi en Égypte en 2013. Mais est-ce que vous pensez que Ahmad Shara va installer un tel régime, un régime pareil? Bah, il suffit de voir ce qu'il a fait à Idlib, hein. À mon avis, il va transposer évidemment l'expérience d'Idlib, une république islamique, à l'échelle de la Syrie, bien sûr. Mais Geir Pedersen lui a dit que Idlib, la Syrie n'est pas Idlib. Et effectivement, la Syrie, avec cette composition sociale multiple au niveau religieux, confessionnel, ethnique, c'est pas pareil. C'est pas Idlib. Non, bien sûr. À Idlib, on a une grande homogénéité ethnico-religieuse, puisque 95% de la population est arabe sunnite, et puis vous avez quelques milliers de Druzes, de chrétiens et de Turkmènes. Mais vous savez, en Syrie aujourd'hui, les arabes sunnites sont à peu près les deux tiers de la population syrienne, les Kurdes 12%, les alaouites moins de 10%, les chrétiens 2%. On n'a pas la même diversité communautaire qu'on peut avoir, par exemple, au Liban. On est plus dans quelque chose qui ressemble finalement à l'Irak. Et on voit bien en Irak une espèce de construction nationale chiite qui s'est mise en place sous le contrôle iranien. Eh bien, on peut avoir en Syrie une espèce de construction nationale arabe sunnite islamiste sous le contrôle de la Turquie, par exemple. Là, vous parlez ou bien vous parlez à travers la grille religieuse. Oui, Mais moi, je parle de la situation géopolitique de la Syrie. Maintenant, Idlib, c'était une région en Syrie. C'était une muhafaza. Mais là, maintenant, c'est un État qui a des frontières avec plusieurs États, frontières avec l'Irak, la Turquie, pas seulement la Turquie, l'Irak, Israël et le Liban, et qui est aussi c'est-à-dire quand on dit l'Irak, c'est le prolongement des pays pétroliers. Est-ce que dans ce contexte géopolitique, Shara peut fonder un tel régime, maintenant, islamique? bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêcherait? Il a une population. Et est-ce que ça sera un régime viable? Ah bah ça, c'est toute la question. Il faut d'abord qu'il réussisse à unifier les différentes factions. On a vu que la première mesure qu'il essaie de prendre, c'est d'essayer de réunir les différentes factions dans une nouvelle armée syrienne, d'imposer son contrôle sur l'ensemble du territoire. Pour ça, ça veut dire, par exemple, désarmer les Kurdes. Et ça, il l'a bien mentionné devant ses interlocuteurs. Donc, s'il parvient à faire ça, il pourra installer une république islamique en Syrie sans trop de difficultés. S'il n'y parvient pas, on peut avoir un scénario à la libyenne avec une division du pays en deux, trois morceaux, euh, les uns manipulés par les Turcs, les autres manipulés par l'Arabie saoudite, et puis les Américains dans l'Est derrière les Kurdes, par exemple. Mais est-ce que les Syriens aussi acceptent un tel régime? Bah, Vous les Syriens, connaissez bien la société syrienne. après 13 années de guerre, les Syriens, ce qu'ils veulent, c'est la paix et la sécurité. C'est tout ce qui, enfin, pour la plupart des gens, c'est ça qui importe. Donc, si le régime n'est pas trop dur, s'il n'impose pas une charia rigoriste
comme c'était le cas à Raqqa ou même à Idlib, je pense que les gens peuvent l'accepter. Mais j'ai entendu des gens dans l'opposition syrienne qui étaient très actifs, même avant la révolution de 2011. Ils ont dit non, on va pas, on veut pas que la Syrie passe d'une dictature à une autre, à une dictature islamiste. Oui, mais Apparemment, ils sont prêts à lutter contre. ces gens, ils sont où? Ils sont à Paris, à Washington, ou ils sont à Damas, les armes à la main. Non, ils sont à l'extérieur. Voilà. Et ils n'ont aucune légitimité puisque comme ils sont à l'extérieur, c'est pas eux qui ont pris le pouvoir. Donc s'ils espèrent avoir quelques postes ministériels, eh bien, je crois ils se trompent lourdement parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, eh bien, ce sont ceux qui ont combattu, ce sont ceux qui sont à la tête des milices armées qui sont à Damas. C'est pas ceux qui font des conférences à Istanbul ou à Genève. Je vais passer avec vous, Fabrice Balanche, à la question kurde, qui est maintenant la question la plus chaude en Syrie. Est-ce qu'on va vers une confrontation, vers une poursuite de la confrontation militaire? Parce que surtout après la déclaration du ministre des Affaires étrangères turc qui appelle le nouveau pouvoir à Damas de trouver une solution à Kassad. Oui. Voilà. Ben, les Kurdes, c'est vraiment l'obsession de la Turquie, hein. Erdogan ne veut absolument pas d'une région autonome kurde. Il ne veut surtout diriger par un avatar du PKK, parce que hein, les YPG, le PYD, on est quand même très proche idéologiquement, et même dans la chaîne de commandement du PKK. Et on a vu depuis 2018 le territoire kurde réduire, hein, puisque la Turquie a attaqué Afrin en 2018, ensuite Ras El Ain en 2019, et là, Manbij en 2024, et la suite, évidemment, c'est Kobané, c'est Kamishli. Peut-être que HTS ne participera pas à la bataille, mais ça sera l'armée nationale syrienne soutenue par la Turquie qui sera utilisée pour cela. Hayat Tahrir al-Sham, attendant finalement que les combattants kurdes quittent les régions arabes de la vallée de l'Euphrate, comme Raqqa, Deir ez-Zor, se replient vers le nord, vers les fiefs kurdes, Mm. pour s'en emparer, surtout que c'est une région qui est très riche pour son pétrole. Les Américains ont quand même mis une sérieuse ligne rouge à l'offensive turque en déployant de Ah, nouvelles troupes dans le nord-est syrien, notamment à Kobané, où ils sont revenus, notamment à Raqqa, où ils sont revenus aussi ces dernières semaines, pour empêcher cette offensive, parce qu'ils ont très peur que les Kurdes ne libèrent les prisonniers djihadistes qui sont dans leur prison. j'ai deux questions à ce niveau. D'abord, vous avez parlé d'une ligne rouge américaine. Ça, c'est au niveau pratique sur le terrain. Mais au niveau politique, est-ce qu'il y a une ligne rouge américaine qui protège les Kurdes? Oui, bah, cette ligne rouge, elle est sur le terrain militaire puisqu'ils ont redéployé des troupes dans les zones qui pouvaient être attaquées par la Turquie, mais également au niveau diplomatique, ils ont menacé la Turquie de sanctions si elle attaquait les Kurdes. Mais quel est le projet? Ma question, c'est que quel est le projet américain à travers le soutien des Kurdes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que les Kurdes aient une certaine autonomie dans cette région de la Syrie, comme en Irak? Oui, comme les Américains, tout d'abord, il faut savoir que les Américains, ils ont soutenu les Kurdes en Syrie parce qu'ils avaient besoin d'eux pour lutter contre l'État islamique. Ils ont toujours besoin d'eux pour lutter contre l'État islamique parce qu'il est toujours très présent dans l'est de la Syrie. Et on n'a pas envie d'avoir une résurgence de Daesh dans cette zone. Ensuite, ils ont soutenu les Kurdes parce que c'était un moyen d'affaiblir finalement l'axe iranien, hein, puisque à partir du nord-est syrien, on pouvait couper la route entre l'Irak et la Syrie, et surtout empêcher Assad de remettre la main sur le pétrole, ce qui menaçait justement la stabilité du régime syrien. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Le rendez-vous entre Barbara Leaf et Al-Jolani, qui a eu lieu, il me semble, samedi à Damas, hein, en représentante américaine, c'est assez mal passé, en fait. Il n'y a pas eu vraiment d'accord entre Al-Jolani et les Américains. Alors, sur le détail, je ne sais pas qu'est-ce qui a bloqué, mais en tout cas, je pense que les Américains vont continuer à soutenir les Kurdes pour avoir un levier sur Al-Jolani. Et puis également, abandonner les Kurdes, pour les Américains, ça serait très mauvais pour leurs autres alliés dans la région, qui n'auraient plus confiance, évidemment, dans la protection américaine.
Donc, la confrontation va se poursuivre. La confrontation entre les Kurdes et les Turcs et éventuellement avec Al-Jolani. Et quel est le rôle d'Israël aussi dans le soutien des Kurdes? Est-ce Bah, que- c'est-à-dire que les Israéliens sont très contents de voir le régime de Bachar el-Assad tomber, mais ils n'ont pas envie non plus que ce régime de Bachar el-Assad soit remplacé par un régime fort qui aurait peut-être plus de légitimité puisqu'il serait plus en phase avec la majorité de la population syrienne, hein, comme je le disais, arabe sunnite, parce qu'après se pose évidemment la question de la revendication du Golan et d'autres problèmes vis-à-vis d'Israël. Par conséquent, en maintenant une entité kurde dans le nord-est de la Syrie, et ça les Israéliens y tiennent, hein, il semble qu'il y ait d'ailleurs des négociations directes entre les Kurdes aujourd'hui et Netanyahou, eh bien ça permet d'affaiblir ce nouveau régime également. Oui, donc vous voyez que la Syrie va vers plus d'instabilité. Plus d'instabilité, je ne sais pas, on peut avoir un modus vivendi, un statu quo qui demeure. Euh, Là, la grande question, c'est de savoir si la Turquie va finalement se passer outre la ligne rouge américaine et attaquer les Kurdes. Ils ont bien passé outre finalement leurs accords avec la Russie et l'Iran, hein, puisqu'ils étaient quand même associés à travers Astana sur la gestion syrienne. Et là, en poussant HTS à lancer ses troupes contre Bachar el-Assad, ils ont humilié les Russes qui doivent abandonner leur base, quitter la Syrie honteusement. Les Iraniens se voient obligés également de partir et le Hezbollah se retrouvant isolé. Donc je pense qu'à Moscou et à Téhéran, on en veut beaucoup aussi à Erdogan. Alors est-ce que Erdogan va aussi braver, je dirais, les États-Unis, hein, emporté par, je dirais, son sentiment de toute puissance? Ça, c'est ce qu'on va le voir, à mon avis, dans les prochains jours. Là, il y a une question aussi sur l'Iran. Est-ce que l'Iran a perdu tout son pouvoir en Syrie? Ou bien il a encore... Non, euh, l'Iran a perdu quasiment tout son pouvoir en Syrie parce que même au sein de la communauté alawite, les Iraniens n'étaient pas aimés du tout, hein. Même si on dit que les Alaouites sont chiites, ils sont quand même extrêmement différents des chiites iraniens. Ils boivent de l'alcool, les femmes ne sont pas voilées, ils vont pas à la mosquée. Enfin, donc c'était quand même un mode de vie extrêmement différent. Ils étaient plus en face avec les Russes qu'avec les Iraniens. Donc oui, l'Iran a perdu quasi tout pouvoir en Syrie. Vous craignez que les Alaouites s'organisent, s'ils ne sont pas d'accord avec le nouveau régime, s'organisent en milice aussi pour leurs prérogatives, ou bien pour défendre leur statut? Bah, donc, lorsque j'ai vu l'offensive, hein, début décembre, moi je pensais que le territoire alaouite allait résister, allait se barricader, qu'il n'allait pas laisser rentrer les combattants rebelles chez eux. Et puis finalement, ils sont rentrés à Tartous, à l'attaquer, ils sont allés même jusqu'à Kardara, ça m'a beaucoup surpris, mais ce qui montre vraiment l'état de faiblesse, hein, de la communauté alaouite. Alors évidemment, ils peuvent se constituer en milice d'autodéfense, comme les Druzes, si on vient chercher les anciens Mukhabarat, les anciens soldats de l'armée syrienne pour les condamner ou pour les exécuter. Là, effectivement, il risque d'y avoir des combats. Mais le nouveau pouvoir va chercher ces personnes. Bah, pour l'instant, il ne l'a pas fait, hein. Bon, sa priorité pour l'instant, c'est de contrôler la Syrie et de réunir les différentes factions rebelles dans une seule et même armée. Et peut-être qu'ensuite, il le fera. Et à ce moment-là, si vous avez des actes de vengeance à l'égard des Alaouites, vous risquez évidemment d'avoir une révolte et la constitution d'un réduit alawite. Je passe au Liban, à la relation, enfin, à l'impact de ce grand changement en Syrie sur le Liban. Est-ce que vous avez suivi la visite de Walid Jumblat à Damas et sa rencontre avec Shara? Oui, oui, j'ai vu. Comment vous lisez cette visite? Comment vous voyez cette visite? Bah, ça m'a rappelé en fait le temps d'Hafez el-Assad ou de Bachar el-Assad où les hommes politiques libanais venaient à Damas prêter allégeance au chef. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les notables libanais et puis le nouveau maître de Damas, mais ça m'a rappelé des souvenirs. Et ça montre justement que quel que soit le régime qu'on a à Damas, finalement, le Liban est quand même bien faible par rapport à la Grande Syrie qui rêve toujours finalement d'avaler le Liban.
Donc, avant Assad, après Assad, le Liban doit toujours se méfier du pouvoir à Damas. Il y a des permanences géopolitiques. Quel que soit le régime, le pays a toujours la même direction stratégique. Prenez le cas de la Russie des tsars, l'Union soviétique et de Poutine. C'était les mêmes stratégies à l'égard de la conquête de la Pologne, à l'égard de la descente vers la Méditerranée, à l'égard de la descente vers l'océan Indien. Voilà, la géopolitique est bien souvent indépendante des régimes. Il y a des pays comme le Liban qui, malheureusement, vu leur petite taille et vu l'histoire avec le puissant voisin, seront toujours en danger. Mais vous prenez pas en considération dans ce cas-là l'évolution en fait des sociétés, des régimes, du sentiment national, du nationalisme d'un pays. Bah, qu'il y ait un sentiment national au Liban, pourquoi pas, qu'il veuille. Je ne pense pas qu'on est comme à l'époque de Nasser, où il y avait un sentiment unitaire avec la Syrie. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que les Syriens ont toujours rêvé de réintégrer le Liban dans la Grande Syrie, quelle que Dans soit la l'époque. géopolitique, parce que dans la géopolitique, il y a le facteur humain, non pas seulement le facteur géographique. Le facteur géographique joue énormément, hein, mais en tout cas, c'est ça qui m'avait frappé quand je discutais par exemple avec des chrétiens syriens. Eh bien, ils étaient pour la réintégration du Liban dans la Grande Syrie, hein, y compris des gens qui auraient pu comprendre que les chrétiens au Liban, par exemple, aient besoin d'avoir un pays à eux. C'était pas dans l'ordre des choses. Est-ce que les 2 millions de réfugiés syriens au Liban, maintenant, joueraient peut-être un rôle dans ce projet Oui. historique derrière? Je pense pas qu'il soit 2 millions, hein, on parle d'1,5 million, mais évidemment, les chiffres sont pas très précis. Bah, évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez toute cette population syrienne qui se trouve au Liban, et partout au Liban, hein, pas seulement dans la Beka, mais dans toutes les régions libanaises, chiites ou chrétiennes ou sunnites, hein, il n'y a pas de différence, ils vont pas rentrer en Syrie. Quelques-uns vont rentrer en Syrie, mais ils sont implantés au Liban, ils vont y rester. Euh, et comme le Liban aujourd'hui est un pays quand même très fragile, hein, même s'il y a un président qui peut être élu en janvier, c'est quand même un pays qui est toujours très fragile. Donc la grande Syrie unie derrière peut profiter de ces divisions politiques au Liban et de la présence sur le terrain d'1,5 million de Syriens pour justement, comme dans le passé, essayer d'influencer la politique libanaise et surtout à travers peut-être une partie de la population sunnite, notamment les plus pauvres dans le nord, à Tripoli, dans le Hakkar, qui pourraient être tentés par une voie islamiste à la syrienne aujourd'hui, puisque le leadership sunnite qu'incarnait par exemple la famille Hariri aujourd'hui a peut-être pas disparu, mais en tout cas est très affaibli. Et par conséquent, si vous avez un vide politique au sein de la population sunnite, il peut être remplacé par des admirateurs de Abu Mohamed al-Jolani. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, l'Union européenne et surtout la France ne va pas jouer un rôle elle ne va pas changer son discours sur le retour des réfugiés, sur un régime aussi modéré, pas islamiste, à Damas, Oui, alors on a déjà et là, de la Méditerranée, parce que c'est sur la frontière de l'Europe. oui, bien sûr, on a déjà en France le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a dit qu'on allait arrêter d'examiner les dossiers de réfugiés syriens, puisque la Syrie désormais était stable et on n'avait plus besoin d'accueillir donc de nouveaux réfugiés. Donc pour l'Europe, ce qui compte essentiellement, hein, c'est d'éviter une nouvelle vague de migration. Donc faire en sorte beaucoup de réfugiés qui sont en Europe, eh bien, essaient de retourner en Syrie. Éviter aussi que les réfugiés syriens qui sont en Jordanie, au Liban, en Turquie, essaient de gagner l'Europe. Donc on a tout intérêt, évidemment, à avoir un pays, une stabilité en Syrie. Et Abu Mohamed al-Jolani le sait très bien, hein. C'est pour ça que il fait valoir aux Européens que s'il obtient une aide économique, le pays va se relever et donc une partie des réfugiés vont revenir. Et puis surtout, ça permettra d'éviter qu'il y ait une nouvelle vague de migration en provenance de Syrie. Mais si on a une guerre à l'égard des Kurdes, et que vous avez une épuration ethnique qui concerne les Kurdes, qui a 1 million de Kurdes qui passent en Irak, on sait très bien ensuite qu'ils vont vouloir venir en Europe. Là, ça risque évidemment de casser cette dynamique de normalisation. Pour cela, les Européens sont prudents, ont montré une position très prudente vis-à-vis le nouveau pouvoir à Damas.
Oui, ils sont extrêmement prudents. Ils attendent de voir ce qui va se produire. Et il y a aussi toute la question des djihadistes européens qui sont avec Abu Mohamed al-Jolani. Hein, on a quand même 200 Français qui étaient réfugiés, enfin qui étaient réfugiés, qui étaient planqués, on va dire, à Idlib, des Mm. anciens de Daesh, des gens qui sont directement qui étaient HTS, qui ont pris part au combat et qu'on n'aimerait pas voir revenir en France, qu'on n'aimerait pas surtout voir organiser des attentats, évidemment en France, comme c'était le cas avec Daesh. Et c'est le même souci des Américains aussi, parce que qui ont montré une ouverture sur le nouveau pouvoir à Damas. Bien que vous avez dit que Barbara Leaf, sa rencontre avec Shara n'était pas réussite. Non, ça n'a pas été une réussite puisque ils ont annulé la conférence de presse officiellement pour raison de sécurité. Mais bon, on se doute bien que il y avait autre chose derrière. Donc les Américains sont prudents parce qu'évidemment, il y a sur les questions terroristes, hein, ils font extrêmement attention. Ça a été d'ailleurs les premiers, les Américains, en décembre 2012, pardon, à mettre le Front al-Nosra, c'est-à-dire l'ancêtre de Hayat Tahrir al-Sham, sur la liste des organisations terroristes, hein, sachant qu'il était membre d'Al-Qaïda à l'époque. Donc, ils sont évidemment très, très prudents à l'égard de Jolani et puis aussi de tous ceux qui sont autour de lui, tous ces lieutenants qui sont également sur la liste terroriste. Pour conclure, Fabrice Balanche, où va la Syrie maintenant? Vers un État islamique ou bien un État civil? Vers une démocratie ou bien une dictature? Une guerre civile ou bien elle va avoir la stabilité enfin? Moi, je pense que la Syrie, bah, là, il y a deux scénarios, soit une dictature islamique stable, soit un scénario à la libyenne, avec un retour de la guerre civile entre factions rebelles et puis les minorités ethniques et religieuses comme les Alaouites, les Kurdes et les Druzes qui en profiteraient pour se tailler des fiefs en périphérie. Ça, les prochains mois vont nous le dire. Fabrice Balanche, merci beaucoup. Merci.